Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le virage du gouvernement, embarrassé par la circulaire qui ciblait explicitement les Roms. Brice Hortefeux publie un nouveau texte sur les démantèlements de camps qui ne mentionne cette fois aucun groupe ethnique. L'ONU renouvelle ses critiques. Faut-il accepter une baisse de salaire contre la garantie de l'emploi industriel? Une fois encore, un référendum est organisé en usine. 2500 salariés du fabricant de pneus Continental sont appelés à voter. Nous serons en direct sur place. Plus de discipline, plus d'encadrement. Le premier internat de réinsertion a ouvert ses portes. Il accueille des élèves perturbateurs ou qui ont décroché. L'éducation nationale veut en ouvrir une vingtaine. Un premier cas de dingue non importé signalé en France métropolitaine, à Nice. Le patient est aujourd'hui guéri et en bonne santé. On verra quelles sont les précautions prises sur les lieux. À l'étranger, la reprise du dialogue au Proche-Orient. Dans cette édition, l'histoire extraordinaire d'un agent double palestinien, fils d'un des fondateurs du Hamas. Il a été un espion au service d'Israël pendant 10 ans, par conviction, pas pour l'argent. Reportage tout à l'heure. Enfin, les larmes de Teddy Riner, tout près d'un nouveau titre mondial et d'un record absolu. Le champion français échoue en finale. Images et réactions. Bienvenue dans ce journal et on commence ce soir encore avec ce climat politique décidément très agité. Faut-il parler de cafouillage ou de dérapage? Après 24 heures de tollé, le gouvernement a finalement décidé de réécrire sa circulaire sur les Roms. La nouvelle version est sortie ce soir. Objectif éviter d'éventuelles poursuites et aussi la réprobation générale. Alexandre Cara, Nathalie Gallet. Nous travaillons étroitement avec... Il y a des jours comme ça où même une simple conférence de presse tourne au cauchemar. Ce matin, les journalistes n'avaient qu'une question pour Éric Besson. Connaissait-il l'existence de la circulaire Hortefeux? Très clairement, cette circulaire, je ne la connaissais pas. J'en n'en étais pas destinataire. C'est au ministre de l'Intérieur, ou plus exactement à son directeur de cabinet, d'en répondre. Datée du 5 août, cette circulaire signée du directeur de cabinet de Brice Hortefeux demande à tous les préfets d'engager une démarche systématique de démantèlement des camps illicites, en priorité ceux des Roms. Ce qui provoque la polémique, c'est ce terme en priorité, désignant nommément les Roms et rompant de fait l'égalité républicaine. Cette circulaire, elle révèle que, en effet, c'était les Roms qui étaient ciblés pour des raisons de communication politique, j'allais même probablement dire électorale. Étonnant cafouillage au gouvernement pour deux ministres censés travailler en étroite collaboration. Dans un premier temps, pas de commentaire place Beauvau, c'est le patron de l'UMP qui s'en charge, il assume tout. Eh bien, je vais vous dire une chose, moi je pense que c'est la traduction de notre politique. Non, mais voilà. Elle ne vous choque pas. Tout Donc à fait. elle ne vous choque pas. Écoutez, vous l'avez compris, je pense. Ce qui me choque, c'est la polémique. Au même moment, à Bruxelles, Pierre Lelouch s'indigne des critiques européennes. Nous sommes le pays fondateur des droits de l'homme et je n'ai pas l'intention d'être traité au nom de la France comme un petit garçon. Coup de théâtre dans l'après-midi, après une longue réunion à l'Elysée, le ministre de l'Intérieur annonce une nouvelle circulaire censée remplacer la précédente. Elle demande au préfet de poursuivre les évacuations de camps illicites, quels qu'en soient les occupants. Les Roms ne sont plus cités. Pour les associations, comme pour le PS, on ironise sur cette marche en arrière. Pour moi, c'est la panique. C'est-à-dire qu'on fait un truc, à la limite, on réfléchit même pas, on est tellement sûr de son bon droit, et ben on va pondre une circulaire, et puis il suffit que quelques associations disent « mais attendez, vous avez fait une erreur », on se dit « ah bah tiens, oui, j'ai fait une erreur ». Le ministre de l'Intérieur vient de reconnaître que la circulaire de son directeur de cabinet stigmatisait une population, et là, ce fait qu'il change de circulaire ne va rien changer à cette politique-là. C'est un spectacle affligeant. 24 heures à peine pour tenter d'éteindre l'incendie. Reste à savoir si le contre-feu sera suffisant. Bonsoir Michael Darmon, vous êtes en direct à l'Elysée. Comment expliquer ce qu'il faut bien appeler un cafouillage? Mais écoutez, clairement, la machine gouvernementale s'est emballée et a dérapé. Et autant vous dire que ce matin, autour de Nicolas Sarkozy, le débat a été vif. Le chef de l'État a exigé que soit très vite et immédiatement diffusée donc la nouvelle circulaire préparée par les services juridiques du ministère de l'Intérieur pour tenter de gommer les effets, on l'a vu, de la précédente. Alors cette affaire met également en lumière l'absence totale de communauté de vue entre les ministères de l'Intérieur et de l'Immigration. Quant à Nicolas Sarkozy, qui cherche à lisser et à recentrer depuis quelques jours son image présidentielle, voilà rattrapé par les polémiques de l'été. Et sur le sujet de la sécurité, on peut même se demander si c'est pas un peu l'été indien qui commence.
Michael Darmon à l'Elysée, merci Michael. De son côté, l'ONU renouvelle ses critiques. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme juge préoccupante, ce sont ces termes, la nouvelle politique du gouvernement français envers les Roms. Elle ne peut qu'exacerber leur stigmatisation. Fin de citation. Autre polémique et autre dossier ce soir. C'est une nouvelle affaire dans l'affaire qui vient d'éclater dans le feuilleton Woerth-Bettencourt. Le journal Le Monde accuse à la une l'Elysée d'avoir violé la loi et d'avoir mobilisé les services du contre-espionnage pour identifier la source d'un des journalistes du quotidien. La présidence de la République dément. Le Monde porte plainte. Dominique Verdaillan, Antoine Morel, explication. Qui informe les journalistes du Monde sur les enquêtes de la brigade financière? Le 15 juillet dernier, Patrice Demestre, le gestionnaire de la fortune de Liliane Bettencourt, est en garde à vue. 2 jours plus tard, sa déposition fait la une du quotidien. Patrice Demestre affirme avoir embauché l'épouse d'Éric Woerth à la demande de celui-ci. D'où vient la fuite? C'est ce que veut savoir la direction de la police nationale. Le 2 septembre, Bernard Squarcini, le directeur des renseignements intérieurs, pense avoir identifié la source à partir de relevés de communication téléphonique. Il s'agit de David Sénat, conseiller pénal du ministre de la Justice. Celui-ci a depuis quitté ses fonctions dans le cabinet. Ce soir, 2 versions s'affrontent. Pour le journal Le Monde, l'Elysée est à l'origine de cette enquête et son directeur menace de porter plainte contre X pour violation du secret des sources. Un journaliste du Monde, comme d'une autre rédaction, il cherche des informations sur l'affaire Woerth-Bettencourt. Et comme il les trouve, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de mettre hors d'état de nuire, non pas le journaliste, mais sa source. À partir de là, le journaliste, que voulez-vous qu'il fasse? Pour les renseignements intérieurs, cette enquête se justifie dans le cadre, je cite, d'une mission de protection des institutions. Ce matin, l'Elysée avait démenti les accusations du Monde, précisant que la présidence de la République n'a jamais donné la moindre instruction à quelque service que ce soit. Et en attendant, les députés socialistes demandent au gouvernement de s'exprimer. Ils évoquent une plainte gravissime. Eva Joly, pour les Verts, parle de Sarko-Gate. L'actualité économique avec le dilemme de 2500 ouvriers des usines continentales de la région de Toulouse. La direction leur demande des sacrifices, baisse de salaire, renoncement à des congés, en échange d'une garantie de l'emploi. Un référendum était organisé aujourd'hui. L'industrie française est de plus en plus souvent confrontée à ce type de demande. Sur place, Julien Dupéret avec notre bureau à Toulouse. Un meeting devant les portes de l'usine de Toulouse pour dénoncer ce qui est pour eux un marché de dupes, baisser leur salaire ou perdre leur emploi. On se doute que leurs promesses n'ont aucune valeur. Là, moi, j'ai calculé sur la masse salariale de 8% d'économie qu'on doit faire. J'ai fait un calcul sur ma paye, j'y perds quand même 7%. Ces 8% d'économie sur la masse salariale, cela représente par mois 450 € en moins pour chaque salarié. La suppression de 2 jours de RTT, le gel des salaires et une perte de plus de 80% de la prime d'intéressement. Des mesures pour anticiper un avenir qui s'annonce, selon la direction, morose. Mais pour les syndicats, il s'agit plutôt d'éponger au plus vite la dette contractée par Continental. Continental est une entreprise rentable, tous les investisseurs le savent et ils y mettent leur argent. Mais Continental veut rembourser sa dette et pour rembourser sa dette, elle presse sur les salariés. Même quand c'est rentable, elle veut encore plus. Venus en renfort des salariés des usines d'Allemagne et d'Espagne, mais aussi cet ancien Conti de Clairoy. Ça a commencé exactement de la même façon. N'importe comment, vous savez, on a les mêmes patrons. Ce n'est qu'une copie conforme. Ce qui s'est passé à Clairoy, ce qui s'est passé à Sarreguemines et ce qui se passe ici, c'est exactement pareil. À l'usine de Clairoy, le même référendum a eu lieu. C'était en 2007. Les ouvriers avaient dit oui à la baisse des salaires. L'usine a depuis fermé. Alors, précisément, bonsoir Muriel Lassaga, on vous retrouve en direct de Toulouse. Est-ce qu'on dispose d'éléments sur le résultat ou au moins sur la participation au vote ce soir ? Alors, nous n'avons pas encore les résultats puisque le dépouillement a commencé peu après 18 h. En revanche, nous avons le chiffre de participation qui est de 80%, ce qui est déjà une petite victoire pour la direction puisque les syndicats CGT et CFDT appelaient au boycott de ce vote. Alors, ce que nous avons vu cet après-midi, ce sont 2 salariés allemands et espagnols de Continental qui sont venus dire que chez eux, cela se passe de la même façon, c'est-à-dire augmentation du temps de travail et baisse des salaires. En Espagne, par exemple, les négociations se sont passées
pas dans le meilleur des cas, mais en tout cas, les négociations ont été votées, les syndicats et directions se sont mis d'accord, mais ce qui n'a pas empêché la suppression de 35 emplois sur 460. En revanche, en Allemagne, les négociations sont bloquées car la majorité des 6000 salariés refusent le plan sous prétexte que Continental réalise des bénéfices. Ce qui est vrai également en France, puisque pour l'année 2010, la société Continental annonce des bénéfices de 50 à 60 millions d'euros. Muriel Lassaga à Toulouse. Merci Muriel. Les résultats un peu plus tard dans la soirée donc. Et voici un éclairage surprenant sur ce sujet, puisqu'on invoque souvent la mondialisation et l'émergence de pays à la main-d'œuvre bon marché. Partout dans le monde, ces petites mains, entre guillemets, commencent à réclamer leur part du gâteau. On a évoqué la Chine ces derniers mois, mais c'est le cas aussi, par exemple, au Bangladesh, où les ouvriers et les ouvrières du textile se sont révoltés cet été. C'est le dossier de cette édition. Il est signé de nos envoyés spéciaux Pierre Monégier et Dominique Marotel. Cela ressemble à une ville. C'est en fait une gigantesque usine textile. Nous sommes dans la banlieue de Dhaka, la capitale du Bangladesh. Derrière ces murs, 350 000 ouvriers, hommes, femmes et enfants travaillent 6 jours sur 7, 12 heures par jour. Des cadences infernales pour que le Bangladesh continue à habiller à faible coût le reste de la planète. Vous voyez ce t-shirt? C'est pour le marché européen. On doit en fabriquer 15 000 pièces en 2 ou 3 jours. 80 centimes d'euros un t-shirt qui sera vendu jusqu'à 50 fois plus cher en Europe. Cette équation devait sortir le pays de la misère, elle a failli le plonger dans le chaos cet été. Les ouvriers ont cessé le travail, saccagé des usines. Ils étaient payés 18 euros par mois et réclamaient le triple. Le gouvernement n'est pas allé au-delà de 34 euros. Aujourd'hui, tous ont repris le chemin du travail, amer. Ils vivent entassés dans ce bidonville aux portes des ateliers, au milieu d'une mare polluée par les rejets toxiques des usines. Amita Khatoun gagne une trentaine d'euros par mois, dont la moitié disparaît aussitôt dans le loyer de sa cabane. Aucun parent au monde ne souhaite que ses enfants fassent le genre de travail que je fais tous les jours. Moi, j'aimerais qu'ils puissent aller à l'école pour avoir une bonne éducation et un bon métier. Alors elle place tous ses espoirs dans la lutte syndicale, car les leaders de la révolte restent déterminés. Nous ne plierons pas devant le gouvernement. Nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que nous obtenions un salaire minimum de 57 euros par mois. Impensable pour les patrons bangladeshis. Celui-ci est à la tête d'un des plus grands groupes textiles du pays. Ce que nous fabriquons ici, ce sont des vêtements pour la marque Zara. Ça, c'est pour une marque française qui s'appelle Tali. Et ça, une autre marque française, Pinky. Le Made in Bangladesh a conquis le monde grâce à ses coûts de production ultra compétitifs. Alors, pour les chefs d'entreprise, augmenter les salaires reviendrait à tuer la poule aux œufs d'or et menacerait toute l'économie du pays qui repose en grande partie sur le textile. On ne peut plus augmenter les salaires, notre marge est déjà très faible. C'est pour cela que le gouvernement a fixé cette limite de 34 euros. Le calme est revenu dans les rues de Dhaka. Les exportations ont repris, mais il suffirait d'une nouvelle hausse du coût de la vie pour que la prière laisse à nouveau place à la colère. Autre titre de l'actualité, l'ouverture du premier internat de réinsertion. Il s'agit d'accueillir des élèves qui ont décroché et qui souvent perturbent leur classe ou leur collège. En clair, ceux dont personne ne sait plus quoi faire. L'idée est de renforcer l'encadrement et la discipline, mais il ne s'agit pas pour autant de maisons de correction. Alors à quoi ressemblent ces nouveaux internats? Attendent dans les Alpes-Maritimes. Olivier Théron, Raymond Chaplard. 8h30, personne ne manque à l'appel et c'est déjà un grand pas. Ces 15 collégiens habitués des conseils de discipline cultivent par la force des choses la ponctualité. Un citoyen, c'est une personne majeure qui a l'âge de voter. Les troisièmes ne sont que 9 en cours d'histoire. 9 volontaires détectés par le rectorat pour leurs difficultés scolaires. Renvoyés d'un peu partout, ils veulent tenter l'expérience de l'internat de réinsertion. Je me suis battu, je sais pas, j'ai beaucoup fait de conneries, quoi, un peu comme tout le monde. Enfin, pas comme tout le monde. J'étais en échec scolaire, j'avais des problèmes de comportement, j'allais quasiment jamais en cours. Maintenant, comme on dit, on est ici parce qu'on a une chance qui s'offre à nous et on va pas la gâcher, donc on essaye de faire le mieux possible. L'objectif est de réinsérer dans le système scolaire les élèves après un an d'internat. Ils suivent le même programme que les autres, mais avec une pédagogie différente.
Dans un établissement classique, on est beaucoup plus, voilà, on impose les choses et finalement, c'est vrai que l'élève peut-être, par moment, peut se sentir un peu étouffé. C'est vrai qu'ici, du coup, on est beaucoup plus dans le dialogue. L'internat est à Saint-Dalmas-de-Tende, à la montagne, sur la frontière italienne. Le Conseil général des Alpes-Maritimes a rénové un ancien hôtel. Les filles sont toutes au même étage, bien séparées de celui des garçons. Donc mon lit, mon armoire, et là il y a la salle de bain. T'as l'impression qu'on te prive de liberté? Non, ça va, c'est bien, on se sent pas oppressé, regardé tout le temps, on a quand même des libertés. Moi j'ai d'autres internes au collège, ils ont exactement la même vie que ces élèves internes-là, c'est-à-dire qu'il est tout à fait normal pour des élèves de cet âge d'être continuellement accompagnés et d'être protégés. Est-ce que tu sais ce que sont ces arbres-là? Les enseignants profitent du parc national du Mercantour pour mettre en place des itinéraires de découverte. La classe en totale liberté, une nouveauté qui donnerait presque envie de travailler. J'ai pas le choix, hein. Là on peut pas sécher. Si on sèche on va aller où? On peut pas rentrer chez nous, c'est trop loin. Alors tant qu'à faire, on essaie de travailler. En fin de journée, tout le monde est fatigué. C'est peut-être une des recettes pour bien réussir sa scolarité. Alors est-ce là une des solutions d'avenir? Bonsoir Anne Poncinet, vous êtes en direct au ministère de l'Éducation. Est-ce qu'il est envisagé d'étendre l'expérience? En principe, une vingtaine d'établissements de ce genre devraient voir le jour d'ici la fin de l'année, une dizaine d'ici les vacances de la Toussaint et puis encore une dizaine par la suite. Ils seront implantés un peu partout en France, à peu près un par académie. Et normalement, eh bien, ces établissements scolaires... Anne, c'est à vous. Je crois qu'on a un petit problème de son. Voilà, on a un petit souci de, oui, normalement, de son avec le ministère. Allez-y Anne. Eh bien écoutez, normalement ces établissements scolaires devraient concerner à peu près 600 élèves. C'est donc une expérimentation tout à fait limitée qui sera évaluée et si elle est concluante qui devra être étendue, mais avec une limite, toutefois une limite financière, c'est que la scolarité, le coût éducatif de la scolarité dans ces établissements est 2 fois plus important qu'ailleurs, 15 000 € au lieu de 7 000 € et donc on peut imaginer que les places ne pourront pas être étendues à l'infini. Anne Poncinet à Paris au ministère de l'Éducation. Merci Anne. En bref, l'émotion reste très forte à Marcq-en-Barœul. C'est aujourd'hui qu'étaient célébrées les obsèques de Natacha Mougel, cette jeune femme assassinée alors qu'elle faisait son jogging. Cérémonie privée, mais en présence de Brice Hortefeux, de Michel Alliot-Marie et aussi de Martine Aubry en tant que maire de Lille. Des centaines de personnes, vous le voyez, étaient là. La cérémonie a même été retransmise sur le parvis par haut-parleur. Le corps de Natacha Mougel devrait être inhumé la semaine prochaine dans le Var, où résident ses parents. Image signée Dominique Mas. L'actualité judiciaire avec ce procès très suivi à Draguignan dans le Var parce qu'il met en cause un gendarme qui avait mortellement blessé un homme appartenant à la communauté des gens du voyage qui avait tenté de s'évader en sautant par la fenêtre alors qu'il était menotté. Sur place, Nathalie Jourdan, Raymond Chaplard. C'est la première fois que la famille de la victime voit le gendarme qui a tiré sur leurs proches. Dans le box, le gendarme Monchal, accusé d'avoir tué Joseph Guerner, 26 ans, parle d'une affaire dramatique mais il ne demande pas pardon. Il s'agissait manifestement d'un délinquant impliqué dans une affaire criminelle et que le fait de faire son métier comme un gendarme que je suis depuis 22 ans au service de la justice et des citoyens, je ne peux pas dans ce cadre-là demander pardon. À mon âme et conscience, j'ai fait mon travail. Le 23 mai 2008, Joseph Guerner, membre de la communauté des gens du voyage, est en garde à vue à la gendarmerie de Draguignan dans le cadre d'une affaire d'agression à main armée et d'enlèvement. Menotté au poignet et à la cheville droite, le jeune homme parvient à s'évader par cette fenêtre, un saut de 4,60 m. Le gendarme Monchal ne le suit pas, il tire à 7 reprises. Atteint de 3 balles, Joseph Guerner terminera sa course au pied de cet arbre. Colère, tristesse, les conditions de sa mort déclencheront des incidents avec les forces de l'ordre. 2 ans plus tard, toujours en deuil, la famille continue de penser que le gendarme n'aurait pas dû tirer. Le gendarme aurait pu, sans aucune difficulté, bien évidemment, franchir ces 10 marches-là et venir cueillir et interpeller Joseph Guerner, qui se trouvait de surcroît dans une cour de gendarmerie cernée par d'autres gendarmes. Hormis les cas de légitime défense, un gendarme est autorisé à ouvrir le feu sur un fuyard en ultime recours. Si les jurés estiment vendredi que Christophe Monchal avait d'autres solutions pour stopper Joseph Guerner, il pourrait le condamner à 20 ans de réclusion.
En bref, un campement de réfugiés afghans a été incendié hier en fin d'après-midi à Cherbourg. Selon le parquet, l'incendie, qui n'a pas fait de victimes, serait d'origine volontaire. Ce campement, qui était toléré, entre guillemets, abritait une trentaine de personnes. Elles ont été provisoirement relogées dans des hôtels de Cherbourg. Une enquête a bien sûr été ouverte. À l'étranger, souvenez-vous, c'était il y a 2 ans, tout juste cette semaine, la faillite de la banque Lehman Brothers plongeait le monde dans la crise financière. Alors on a beaucoup parlé depuis de l'exigence de régulation. Eh bien la communauté internationale vient d'arriver à un accord la nuit dernière à Bâle sur les règles de prudence que doivent observer les banques. Pour prêter de l'argent, elles devront mettre davantage de fonds de côté. Est-ce la solution? David Boéry, Jean-Jacques Le Garec. C'était il y a tout juste 2 ans, la faillite d'une grande banque américaine, Lehman Brothers. En quelques jours, toute la planète finance sombre dans la crise. Pour ne pas revivre ce traumatisme, les autorités bancaires devaient mettre au point de nouvelles règles. L'accord vient d'être signé à Bâle, en Suisse. Il s'agit de renforcer ce qu'on appelle les fonds propres des banques. Pour acheter une maison, un ménage a souvent besoin d'un apport pour obtenir un crédit. C'est le même principe pour une banque. Pour faire un crédit, elle doit également fournir un apport. Elle doit détenir une partie de cet argent dans ses comptes. Très concrètement, aujourd'hui, pour distribuer 100 € de crédit, elle doit avoir au moins 6 € en fonds propres. Demain, avec les nouvelles règles, pour distribuer ce même crédit, elle aura désormais besoin d'au moins 10 €. Il aura fallu des mois de négociations pour parvenir à cet accord. Ce que nous avons décidé nous permettra, une fois que toutes les normes seront en place, de rendre le secteur bancaire au niveau mondial beaucoup plus résistant. Un compromis qui doit encore être adopté dans chacun des pays. En France, les banquiers considèrent qu'on leur demande de faire un effort considérable. Et pour l'instant, seule la Deutsche Bank en Allemagne a déjà prévu d'augmenter son capital de près de 10 milliards d'euros. Est-ce que tous les pays vont appliquer ce nouveau système et notamment est-ce que les Américains vont appliquer ces nouvelles normes? Parce que si les Américains ne venaient pas à les appliquer, ce qui a été le cas déjà par le passé, il risquait d'y avoir une entorse dans la concurrence entre banques européennes et banques américaines. Surtout, ces nouvelles règles ne vont s'appliquer que progressivement. Elles ne seront totalement en vigueur qu'en 2018. D'ici là, le secteur bancaire n'est pas totalement à l'abri d'une nouvelle crise financière. Il est 20h20, restez avec nous. À suivre, la dingue signalée en France métropolitaine. Un premier cas de virus contracté sur place a été enregistré à Nice. Traître ou héros, son père est l'un des fondateurs du mouvement islamiste palestinien Hamas. Lui a été un espion pour Israël pendant 10 ans. C'est l'histoire incroyable du prince vert. Enfin, les pleurs de la terreur des tatamis, tout près d'un nouveau titre mondial et d'un record absolu. Teddy Riner a échoué en finale au championnat du monde au Japon. D'abord donc la santé, avec ce premier cas de dingue non importé en France métropolitaine. Le patient a été traité à Nice, pas d'inquiétude, il est aujourd'hui guéri et en bonne santé. Comment le virus a-t-il voyagé? Explication Nathalie Sapena, Antoine Morel. C'est un moustique comme celui-ci, de type Aedes, qui transporte le virus de la dengue, cette maladie tropicale qui donne de fortes fièvres, des nausées et des douleurs articulaires. Pour la première fois, ce moustique venu d'Asie a réussi à transmettre la dengue à un patient de la région de Nice qui n'avait pas voyagé sous les tropiques. Pour cela, il a piqué un voyageur porteur de la maladie en incubation par exemple, puis il a piqué une autre personne, lui inoculant ainsi le virus. Une transmission qui devrait rester limitée en France. Généralisation sûrement pas, mais qu'on puisse avoir de façon épisodique des cas ponctuels de temps en temps, c'est possible, c'est vraisemblable, mais ça prendra jamais des proportions épidémiques du type de celles qu'on voit actuellement aux Antilles, parce que l'environnement n'y est absolument pas favorable. Pour l'instant, il n'existe aucun traitement ni vaccin contre la dengue. Aux Antilles, l'épidémie a déjà frappé plus de 60 000 personnes. Seul moyen de lutte, éradiquer l'Aedes en traquant l'eau stagnante où il se reproduit et en pulvérisant des insecticides. La reprise du dialogue au Proche-Orient, les négociations recommenceront demain en Égypte. Et voici à ce propos l'histoire hors du commun de celui qu'on appelle le prince vert palestinien, fils d'un fondateur du Hamas. Il a été un espion au service d'Israël pendant 10 ans, par conviction, pas pour l'argent. Maryse Burgot et Laurent Desbois l'ont rencontré en Californie, où il vit désormais. Voici leur reportage. Je ne dis jamais à personne où je suis ni où je vais. Et je change mes plans en permanence.
Chaque seconde, cet homme vit dans la peur d'être assassiné. Ce lieu de rendez-vous sur la côte californienne ne nous a été donné que 15 minutes avant notre rencontre. Ce Palestinien a pendant 10 ans collaboré avec les services secrets israéliens. Aux yeux de son peuple, c'est tout simplement un traître. On a réussi à intercepter plusieurs kamikazes avant qu'ils ne se fassent exploser. Et on a sauvé beaucoup de vies en arrêtant et en mettant derrière les barreaux les terroristes les plus dangereux. Et voici notre espion filmé à l'époque où il collabore avec Israël. L'homme à ses côtés est son père, et ce n'est pas n'importe qui, c'est l'un des fondateurs du mouvement islamiste Hamas. Ce leader ignore que son fils est en train de le trahir en racontant le quotidien du Hamas aux Israéliens. Mossad Youssef ira même plus loin en livrant son propre père aux Israéliens. En échange, l'État hébreu promet que ce père ne sera pas supprimé. Je suis même allé en prison avec lui. Et cela faisait partie de ma couverture, alors que moi je n'avais rien fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, mon père est toujours en prison. Je l'ai fait pour protéger sa vie. Malheureusement, le lieu le plus sûr pour lui, c'est la prison. Pendant cette période, son nom de code pour les services israéliens est le prince vert. Vert parce que c'est la couleur du mouvement Hamas. C'est l'époque où les attentats suicides contre Israël se multiplient. Et c'est entre autres cette extrême violence qui pousse Mossad Youssef à renier l'islam. Je pense que l'islam est dangereux, non seulement pour l'Occident, mais aussi dangereux pour les musulmans eux-mêmes. Je pense que les musulmans sont en retard à cause de l'islam. En osant de tels propos, cet homme est devenu une cible pour les fondamentalistes musulmans. D'autant que son livre est un best-seller aux États-Unis. L'histoire d'un traître ou d'un héros, question de point de vue. Cette dernière minute en France, on évoquait tout à l'heure le référendum aux usines continentales. Eh bien, 52% des salariés ont dit oui au plan de la direction. Les résultats viennent de tomber. Il leur était proposé, rappelons-le, de renoncer à des augmentations de salaire et de renoncer aussi à des jours de récupération en échange d'une garantie d'emploi pendant plusieurs années. 52% pour le oui donc. Le sport avec les championnats du monde de judo au Japon et les larmes de Teddy Riner, tout près d'un nouveau titre mondial et donc d'un record absolu. Le champion français échoue en finale sur une décision d'arbitre qu'il a eu du mal à accepter. Images et réactions, Christophe Duchiron, Ziden Berkous. En fin de compte, cette médaille d'argent, c'est un peu comme si on lui avait passé la corde autour du cou. Le ruban étranglait à la fois les sanglots et les rêves de gloire d'un judoka de 21 ans. Teddy Riner pleurait comme un gosse, terrassé du haut de ses 2,04 m par la déception et la rancœur. S'il l'avait mérité, pas de souci. Je suis pas quelqu'un qui fond en larmes comme ça. Là, il n'y a même pas de mots pour expliquer ça. Je me suis fait avoir, je me suis fait voler, c'est tout ce qui s'est passé. Pendant les 5 premières minutes de combat, l'ambiance est super lourde. Riner met ses 128 kg et sa science du judo pour faire pencher la balance. Il prend l'initiative. Du coup, l'arbitre inflige une moulinette au japonais Kamikawa, coupable de passivité. Moi, combien de fois il a la garde, combien de fois il a attaqué? Une vraie attaque, à part faire un coup de patte, c'est quoi? Pendant la prolongation, Kamikawa, ses 20 ans, ses 143 kg se sont refait la cerise. En 3 coups de patte, il déstabilise Riner. Il ne marque aucun point, mais il marque les esprits. Au final, les judokas n'ayant plus départagé, les juges vont décider du sort du combat. 2 juges donnent la victoire au kimono blanc du japonais. Riner voulait devenir le premier judoka de l'histoire à remporter un 5e titre mondial. Sur le tatami, il a refusé de saluer son adversaire, il s'en excusera plus tard. Il n'oubliera pas de sitôt le goût amer de cette défaite. C'est même pas agaçant, je suis vidé. Même pas de... Il était invaincu depuis 2 ans. Il se fera un plaisir et une revanche d'accueillir les Japonais l'année prochaine. Les championnats du monde ont lieu à Paris. Autre image, le sacre des Américains hier soir au championnat du monde de basket en Turquie. Ils ont battu la Turquie précisément 80-64. Large victoire. Il y avait 16 ans que les Américains n'avaient plus remporté de titre mondial. Du cinéma avec la sortie après-demain du dernier film de Claude Lelouch, Ces amours-là. Une fresque romanesque évidemment, avec entre autres Audrey Dana et le chanteur Raphaël. Le thème, ça ne surprendra personne, les femmes, l'amour, la musique. Pascal Deschamps, Jean-François Monnier. On y va, sans moteur.
La même énergie, le même enthousiasme qu'il y a 50 ans. Ça c'est beau. Magnifique. Car si Ces Amours-là est le 50e film de Claude Lelouch, il résume tout à la fois la carrière et la vie du cinéaste, depuis ces années de guerre où sa maman le cachait dans un cinéma de quartier et où d'une épreuve naquit une vocation. C'est pas très grand, mais c'est tout petit quand même. Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche les acteurs. Ils sont pas là, les acteurs. J'avais envie de dire merci à ce qui a donné un sens à ma vie, c'est-à-dire le cinéma, les femmes et la musique. Je t'ai trop aimé. Moi pas assez, c'est ça. Et pour leur rendre hommage, Claude Lelouch raconte l'histoire d'une femme, Ilva, qui va aimer tour à tour 5 hommes. Bob et Jim, il m'est impossible de choisir entre 2 hommes que j'aime. J'ai joué à pile ou face. Pile pour Bob, face pour Jim. Bien sûr, je me cache complètement derrière Ilva. Je me cache complètement. J'ai eu 7 enfants avec 5 femmes. C'est pas pour rien qu'Ilva a 5 histoires d'amour dans ce film. Lyrique, généreux, naïf, le style Lelouch a toujours embarqué ses acteurs, comme aujourd'hui le chanteur Raphaël. La première fois, quand il m'a raconté son film, j'ai trouvé ça bouleversant quand j'étais chez lui, qu'il m'a expliqué le truc comme si c'était des films, comme s'il n'avait jamais fait de film, c'était un premier long métrage. Quand vous voyez Claude du haut de ses 70 balais qui attend derrière la porte avant la fin d'une projection et qui tremble comme un enfant qui présenterait son premier objet de création, mais c'est bouleversant. Car c'est le public qui souvent sauva Claude Lelouch quand la critique l'éreintait. Lelouch écrivit un journal il y a pile 50 ans, un cinéaste dont vous n'entendrez plus jamais parler. Ces Amours-là est un joli pied de nez. En bref, un salut confraternel au journal Les Échos qui fait peau neuve aujourd'hui sur l'ensemble de ses supports, nouvelles formules et nouveaux sites internet. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, le virage du gouvernement. Embarrassé par la circulaire qui ciblait explicitement les Roms, le ministère de l'Intérieur publie un nouveau texte sur les démantèlements de camps qui ne mentionne cette fois aucun groupe ethnique. Dans le même temps, l'ONU a renouvelé ses critiques. Et puis, cela fait 258 jours qu'Hervé Guéquière et Stéphane Tapponi, ainsi que leurs 3 accompagnateurs, sont retenus en otage en Afghanistan. Nous ne les oublions pas. Merci à vous tous. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko qui nous annonce une France coupée en deux. 20h35, votre série Castle. 22h40, un œil sur la planète avec Étienne Lénart en Suède. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.